immense cette basilique. Si je suis à Reims aujourd'hui, c'est que cette ville, avant d'être la capitale du Champagne, a été une capitale des Francs. Et non loin d'ici, les archéologues ont retrouvé de nombreuses traces de leur passage, notamment des armes incroyables qui en disent long sur ce qu'était le guerrier franc. J'ai rendez-vous au musée Saint-Rémy. Dans cette ancienne abbaye, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et alors ici, c'est calme, on entend les petits oiseaux. Un endroit magnifique qui abrite des vestiges archéologiques très rares. La panoplie complète des armes du guerrier franc. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour Nadia. Merci de nous ouvrir cette vitrine. Je crois qu'elle contient des objets précieux, très précieux. Tout à fait, puisque vous avez devant vous la panoplie d'un guerrier franc que nous avons découvert à Saint-Dizier en 2002. Donc à quoi est-ce que l'on reconnaît que ce sont des armes? Alors c'est vrai que c'est pas évident forcément à voir parce qu'il vous manque une grande partie des matières organiques, c'est-à-dire le bois, le tissu ou le cuir qui participent à l'architecture de ces armes a disparu en grande partie dans la terre. Donc ce qui va nous rester, c'est uniquement les parties métalliques. Par exemple ici, vous voyez très bien le fer de hache, dont il va juste nous manquer le manche. Vous avez ici le fer de lance, dont il nous manque la hampe en bois également. Donc tout ça, c'est du métal, c'est du fer, c'est ça? Oui, du fer, et on a du bois, puisqu'ici vous avez le scramasax rangé dans son fourreau en bois. Et j'ai pas bien compris dans ce que vous m'avez dit, c'est... Le scramasax, qui signifie en fait lame qui entaille, c'est un poignard, si vous voulez, un couteau à un seul tranchant. Pas moins de 7 armes sont exposées ici. Et le joyau, le voici. Cette épée datée d'il y a 1500 ans. Une arme chargée d'une très forte symbolique, puisque chez les Francs, c'est elle qui conduit à la victoire. J'imagine que ça a été une belle surprise pour vous. Ah, tout à fait. Oui, ça a été, je pense, pour l'instant, la plus belle découverte de ma vie d'archéologue. Cette découverte, Marie-Cécile l'a faite à Saint-Dizier en 2002, lors d'une fouille préalable à la construction d'un échangeur routier. Elle retrouve 4 tombes du VIe siècle, d'une exceptionnelle richesse. Le premier homme était âgé d'une trentaine d'années au moment de sa mort. C'est un cavalier, et c'est vraisemblablement son cheval que les archéologues ont retrouvé un peu plus loin. Un second homme, d'une cinquantaine d'années, est également mis au jour. C'est certainement un fantassin. Pour les archéologues, il s'agit de tombes de chefs francs, inhumées selon un rite funéraire bien particulier. Les défunts sont enterrés dans une chambre funéraire en bois, avec leur panoplie d'armes, de la vaisselle et près de leur cheval. Des signes distinctifs qui témoignent de leur haut rang social. Un rite totalement nouveau en Gaule, qui n'était jusque-là pratiqué qu'en Belgique et en Allemagne. En fait, ces armes que vous venez de voir ne sont quand même pas tout à fait complètement conservées, qui manquent beaucoup de parties. J'ai vu qu'elles n'étaient pas en très bon état. Voilà, notamment le bois ou le cuir. On a demandé à un spécialiste de l'archéologie expérimentale de nous les reconstituer à l'identique. Donc les voilà. D'accord. Vous avez tout l'ensemble des armes et puis le bouclier juste devant. Grâce à ces reconstitutions, les archéologues peuvent observer ces armes telles qu'elles étaient à l'époque. Ils en tirent de nombreuses informations, notamment sur l'origine des Francs. Comme pour cette épée. Là, vous la voyez dans son fourreau de cuir, avec sa magnifique bouterolle en argent. Quand vous la retournez, là, nous sommes face à la partie qui est portée par le guerrier contre lui-même, donc dans une partie plus intime. Et l'on voit que le pommeau est gravé d'une inscription runique. Alors, rune, c'est une écriture germanique qui veut dire murmure, secret. Et cette écriture se retrouve sur quelques objets, armes ou bijoux, durant les périodes germaniques, mais également un peu plus tard, durant tout le Moyen-Âge, dans le nord de l'Europe. Quand vous dites des Germains, ça veut dire que les Francs étaient des Germains? Oui, les Francs sont des Germains, exactement. C'est-à-dire exactement? Eh bien, en fait, les Germains sont constitués d'un certain nombre de peuples, parmi lesquels nous allons avoir les Francs ou les Alamans ou les Visigoths. Alors, si nous appelons les Français aujourd'hui, c'est parce que nous descendons des Francs. Et pourtant, ces Francs, comme on vient de le voir, eh bien, ils étaient d'origine germanique. Et oui, les Francs sont des Germains. Les Germains, ce sont des groupes de guerriers établis au nord et à l'est de l'Empire romain, le long du Rhin et du Danube. Parmi eux, les Francs. Ce sont des mercenaires. Ils vendent leurs forces de frappe aux Romains. Mais lorsque l'Empire s'effondre, ils profitent de l'opportunité pour conquérir la Gaule. Ce vide
des pouvoirs va être occupé d'une façon, je dirais presque naturelle, par ceux qui étaient les piliers de l'armée romaine, c'est-à-dire les contingents germaniques et en particulier, dans le nord de la Gaule, les contingents francs. Donc assez paradoxalement, ce sont eux qui vont donc occuper les pouvoirs et fonder ainsi, sur les ruines de l'Empire romain, mais avec l'héritage romain, de nouveaux royaumes qui seront les royaumes médiévaux. C'est par ici? Marie-Cécile m'a réservé une petite surprise. Ah oui, oui, c'est plus qu'un archéologue, c'est carrément un guerrier franc que vous allez me présenter là. Mais tout à fait. Je vais rencontrer l'archéologue qui a reconstitué toutes ces armes. Donc je vous présente Ariane Ziliox. Bonjour Ariane. Marie-Cécile. Bonjour, Madame. Vous allez bien? Donc Ariane nous vient tout droit d'Allemagne et c'est un spécialiste en fait d'archéologie expérimentale et qui est très réputé pour reconstituer des costumes francs à l'identique. C'est-à-dire qu'il est là, tel qu'on le voit, il est tel qu'on pouvait voir un guerrier franc il y a 1500 ans. Et exactement. Et vous voyez, il a tous les attributs du guerrier franc, avec le casque, avec l'épée notamment, et puis les armes qui se trouvent à côté. Et alors, à quoi ça sert de faire ça? J'imagine que c'est pas uniquement pour le folklore. C'est fondamental pour nous, l'archéologie expérimentale, parce que ça nous permet vraiment de compléter les données qu'on a eues sur le terrain et aussi de les valider. Et ça permet vraiment d'affiner l'interprétation qu'on peut avoir des objets. Grâce à l'archéologie expérimentale, les archéologues ont pu comprendre comment ces armes étaient utilisées. Ils sont même capables de reproduire des scènes de combat. Et visiblement, ces guerriers n'avaient pas froid aux yeux. On peut faire une démonstration? Vous voulez bien tenir le bouclier? D'accord. Je me lance. Je deviens une guerrière franque à mon tour. Ah, c'est lourd quand même, hein. Bon, alors, comment ça se porte? Parce que moi, j'ai jamais fait la guerre, hein, donc je vous attends de pied ferme. Bon, nous avons donc ici les armes franques les plus dangereuses. Cette arme, c'est l'angon, qui dépassait généralement les 3 mètres de long avec le fer, comme un harpon. Et nous avons la francisque, un joli nom pour une hache de jet très redoutée. La tactique consistait à lancer l'angon contre le bouclier de l'adversaire. C'était une arme très lourde, hein. Le bouclier est repoussé vers le sol et vous ne pouvez pas contrer le fer avec l'épée. Et ensuite... J'ai pas résisté très longtemps à votre attaque. Les Francs étaient entraînés à cette tactique. Quand l'angon se plante dans votre bouclier, il va vers le sol. Ensuite arrive une deuxième rangée de guerriers. Il saute sur la hampe et vous restez coincé. Puis il lançait la francisque. Donc le coup fatal était porté à la tête par la francisque. Oui. D'accord. C'était une stratégie d'attaque qui était très élaborée. Et alors, qu'est-ce qui faisait justement la force du guerrier franc? C'était cette stratégie? C'était cet arsenal d'armes très sophistiqué? Oui, je pense que c'est vraiment à cette stratégie que les Francs doivent leur important succès militaire. Contre les Visigoths, contre les Alamans, contre les Thuringiens. Les Francs étaient la tribu la plus redoutable de leur temps. Et c'est vrai que ce sont des armes très brutales. Ariane, je crois savoir que la francisque est une arme qui se lance. Vous voulez bien me montrer comment ça fonctionne? Oui, d'accord. Avec d'autres archéologues, on a fait quelques essais. Il y a une certaine trajectoire à respecter. Tout dépend de la distance. 4,5 mètres, 9 mètres et 12 mètres sont de bonnes distances pour lancer la francisque. Ouais, bravo. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Ariane. Vous m'avez tué une fois, vous avez un petit peu écorché un arbre, mais bon, on vous pardonne. En tout cas, on a appris plein de choses sur le guerrier franc et c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Au revoir. Nadia, au revoir. Si Ariane connaît aussi bien les techniques de combat des Francs, c'est grâce au patient travail des archéologues. Cet art de la guerre a fait des Francs de terribles conquérants, au prix de combats sanglants dont les archéologues ont retrouvé la trace. Nous partons à présent dans l'est de la France, à Besançon. Me voici en Franche-Comté. J'ai rendez-vous au laboratoire d'anatomie de l'Université de médecine. Alors ici, d'habitude, on croise plutôt des étudiants ou des médecins légistes. Mais moi, j'ai bel et bien rendez-vous avec un archéologue. Il étudie en ce moment des ossements humains qui portent des traces de coups violents. Ce sont peut-être les témoins des guerres de conquête des Francs. C'est justement ce que je vais lui demander. Je pénètre pour la première fois dans un laboratoire d'anatomie.
Il me fait de l'œil. Un dos, un ventre. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des petits bouts d'os que je ne saurais identifier. Ah là, par contre, je vois très bien. Une jambe. Grande jambe. Mais ce qui m'intéresse se trouve un peu plus loin. Oui. Des ossements de guerriers francs. Bonjour. Bonjour. C'est ici que vous travaillez? Oui, tout à fait. Entouré de crânes, d'os, partout. Plein de monde tout autour. Plein de monde tout autour. Vous n'êtes pas tout seul dans cette pièce, en fait. Et alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je suis en train de travailler sur des squelettes qui portent des traces de violence interpersonnelle. Donc, en fait, des coups violents portés essentiellement sur le crâne, mais ailleurs aussi. Ils ont vécu des choses difficiles, c'est ça? Ils ont vécu des choses difficiles, tout à fait. Ces ossements, David Billouin les a découverts en 2004 lors de la fouille d'une nécropole datant de la fin du VIe siècle. Tous les hommes enterrés ici sont lourdement armés. Et 3 d'entre eux portent sur leurs os les traces de graves blessures. Ce sont des guerriers francs. Ils ont joué un rôle important dans la conquête de la Gaule. Après avoir étendu leur royaume à l'est du Rhin et au sud jusqu'aux Pyrénées, les Francs annexent les vallées du Rhône et de la Saône. Ces guerriers ont été enterrés sur ces terres nouvellement conquises, juste ici, à Eggenheim. Ils avaient pour rôle de protéger cette nouvelle frontière du royaume. La force de ce qu'on pourrait appeler la conquête franque, c'est de procéder en 2 temps, c'est-à-dire de mener souvent une campagne qui impressionne beaucoup l'adversaire, et d'autre part d'installer également, après son départ, ce qu'on pourrait appeler des petits postes de gendarmerie autour d'un chef militaire, de sa famille et de peut-être une dizaine de soldats, qui ont pour vocation aussi de maintenir la paix publique et ainsi de rallier les populations gallo-romaines au pouvoir du roi franc. À voir ces crânes, conquérir la Gaule n'a pas été de tout repos. Mais pour comprendre comment ces guerriers sont morts, il faut pouvoir analyser ces ossements. Nadia? Un vrai travail d'expert. David a fait appel à Sandrine, anthropologue, et Nicolas, médecin légiste. Grâce à l'étude scientifique de ces ossements, ils espèrent reconstituer les circonstances de la mort de ces guerriers. À quoi est-ce qu'on voit qu'il y a eu combat et que... Parce que moi, quand je vois ça, bon, je me dis c'est des morceaux d'os, ok, ils sont pas très en forme, mais je vois pas ce qu'on peut y lire. Des traits de fracture, en fait, qui sont vraiment très linéaires. L'os, en fait, quand il est cassé à l'état sec, il a tendance à se briser en petites lignes irrégulières. Cassé à l'état sec, c'est-à-dire? Une fois que la décomposition est très avancée. D'accord. Alors qu'ici, en fait, on note des traits de fracture bien rectilignes, qui ne sont pas du tout classiques. Et si on regarde de beaucoup plus près, on suit carrément le passage de la lame. C'est très lisse et régulier. Là, c'est le plan d'arrachement, c'est-à-dire qu'en enlevant la lame, il y a une partie de l'os qui a cassé, c'est devenu plus irrégulier. Et alors là, du coup, que dit le médecin légiste? Que s'est-il passé Oui, je confirme ce à cet instant fatal? Je confirme ce mécanisme avec l'utilisation d'un objet tranchant suffisant de quel type On peut savoir quelle arme? L'archéologue? Ah oui, là, je pense qu'il y a une puissance d'impact assez importante. Une lame fine, longue, puissante, ça renvoie à un scramasac ou une épée. Le scramasac, le fameux couteau long des guerriers francs. Un seul tranchant, oui. Un seul tranchant, c'est ça, d'accord. Donc ça veut dire qu'il est mort très vite? Très rapidement, une fois les coups portés sur le crâne, oui. Et d'ailleurs, il n'y a pas de trace de reprise de l'ossification. C'est la preuve qu'il n'a pas survécu, en fait, ou quelques heures, mais qu'il n'est pas mort 1 semaine, 2 semaines après ses blessures. À côté de ce crâne, un squelette presque complet pose question à nos 3 scientifiques. Il présente de multiples fractures. Au tibia, sur l'humérus, donc le bras, sur plusieurs côtes, et enfin sur la clavicule. Mais ce n'est pas tout. Ce guerrier a également subi un important traumatisme crânien.
Il a été littéralement massacré, ce guerrier-là. On se demande évidemment avec quelles armes ces blessures ont pu être faites. Qu'est-ce que vous en savez, vous, en l'état actuel de votre observation? Alors pour ce cas-là, c'est un petit peu particulier. Autant c'est bien facile sur un crâne comme ça, où on voit vraiment le passage de la lame et où on pense à un scramasax, une épée, que pour ce type de fracture, ça fait appel à un objet contendant. Alors, Nicolas... Qui est le médecin légiste? Oui, effectivement, quand on voit certaines fractures, par leur orientation, leur localisation, notamment ici sur l'humérus droit, où on décrit ici un premier trait, un deuxième trait de fracture, et puis ce fragment qui traduit une fracture dite en aile de papillon. Et ça traduit un coup qui a été porté par un objet contendant selon cette orientation. Contendant, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez si on rapporte à une arme d'aujourd'hui, par exemple, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être un équivalent de batte de baseball, une barre de fer. En tout cas, ils ont comme effet d'écraser et non pas de piquer ou de trancher les tissus. Alors, finalement, toutes ces observations sur ces ossements vous permettent presque de reconstituer une bataille à l'époque franque. Est-ce que vous savez un peu comment ça se passait? Ce qui va toujours dans le même sens, c'est qu'on essaie de faire chuter l'ennemi pour l'atteindre au crâne. Et c'est toujours sur le crâne, là tu me contredis si c'est pas comme ça, mais à chaque fois les traces les causes de la mort se trouvent sur le crâne. Ces multiples traces de blessures sur les ossements sont une mine d'informations pour les archéologues. C'est d'une telle violence qu'on a bien pu identifier ces 3-4 blessures. Il faut voir que toutes les blessures, par exemple, qui entraîneraient des hémorragies importantes, je ne suis pas en mesure de restituer ce genre de mort-là. Donc en fait, seuls les ossements vous permettent de reconstituer ces scènes de bataille? Seuls les gestes les plus violents nous sont accessibles. Ces guerriers francs se sont donc lancés dans des conquêtes sanguinaires, galvanisés par un chef charismatique. Vous connaissez sûrement son nom, Clovis. Retour à Reims pour rejoindre cette fois la cathédrale. Nous voici donc sur les traces de Clovis, un grand chef guerrier, mais aussi le premier roi des Francs. Et j'ai rendez-vous avec l'archéologue qui a découvert l'unique trace archéologique de Clovis dans cette magnifique cathédrale. Les textes nous renseignent abondamment sur cet important personnage. Mais c'est ici que se trouve le seul vestige archéologique de Clovis. On a longtemps cherché sa sépulture, en vain. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la cathédrale. La découverte de Reims est donc exceptionnelle. Ça se passe plus bas. Montrez-moi. En profondeur. D'accord. Ah oui. Voilà, c'est ici, mais évidemment en dessous, qu'on a retrouvé le baptistère, qu'on appelle le baptistère de Clovis. Clovis n'a que 16 ans lorsqu'il hérite du royaume des Francs, en 481. Il instaure une monarchie de descendance directe. À sa mort, en 511, ce sont donc ses fils et petits-fils qui héritent du trône. Une dynastie de rois que l'on appelle mérovingiens, du nom de Mérové, le grand-père de Clovis. Clovis est un grand roi guerrier, et à cette époque, on est roi guerrier quand on s'implique personnellement et physiquement dans le combat. Donc il faut imaginer un roi avec un réel charisme personnel, suscitant l'enthousiasme de ses soldats et les amenant donc à la victoire. Ce charisme, il est aussi matérialisé par cette longue chevelure qui va être la marque distinctive de la royauté franque, et que Clovis va transmettre également à ses successeurs, et avec laquelle d'ailleurs ils sont représentés, en particulier sur les monnaies ou également sur les sceaux. Clovis et ses descendants sont donc des rois chevelus. Une chevelure qui symbolise le monde, le pouvoir. Et quand un roi est destitué, on lui rase la tête. C'est un accès interdit? Il est réservé en tout cas. Réservé. Pardon. On s'est un peu privilégié là. Hein? Oui.
Voilà, là, nous traversons en fait les fondations de la cathédrale actuelle. Ce sont les grands massifs qu'on voit de chaque côté. Donc là, nous sommes quasiment sous l'axe de la nef. Là, hein. Le centre, il est là, où se trouvent les tombes des archevêques, là, sur notre gauche. On a du mal à imaginer tout ce qui peut se cacher dans les sous-sols d'une cathédrale, quand même. Ah, hein. C'est assez... C'est plein de trésors. C'est assez étonnant. On est où, là? Voilà l'endroit. C'est donc ici que Clovis se serait fait baptiser. Venez, vous pouvez vous mettre là. Ouais. Voilà, donc nous sommes à l'intérieur du baptistère, donc le bâtiment qui fait une dizaine de mètres de côté. Et au milieu, au centre de ce baptistère, il y a un bassin qui fait 3 mètres de côté. On en voit un bord ici, et le bord opposé ici. Ah oui, qui est un peu caché là par... Voilà, là il y a des pierres qui sont venues s'ajouter ensuite. Et il faut s'imaginer la même chose dans l'autre sens. Nous avons un bord latéral ici, et un autre qui est caché derrière le mur. Donc le bassin continuait voilà, vers là-bas. sur 3 mètres. Hein. Donc nous avons un carré d'environ 3 mètres sur 3. Et nous avons les traces d'emmarchement ou de marche qui permettaient de descendre dans le bassin. Donc là, en fait, si je voulais me faire baptiser, je descendrais ces marches et j'irais me plonger dans le bassin, c'est ça? Voilà, nous devrions être un peu plus haut. Et les gens descendaient dans l'eau, comme Jésus dans le Jourdain. Hein. Je veux dire, la référence, elle est là. Donc on descend dans l'eau, on marche dans l'eau, et à ce moment-là, on est aspergé. Enfin, se passent les rites du baptême. Et vraisemblablement, on ressortait du bassin, mais de l'autre côté. Donc là, on n'était pas chrétien, et de l'autre côté, on l'était. Voilà. C'est ça. Mais alors, comment est-ce que vous avez su que c'était le baptistère de Clovis? On sait par les textes que Clovis a été baptisé à Reims. Point 1. Le deuxième point, on sait que le site de la cathédrale primitive et du baptistère dans lequel il a été baptisé se trouvait ici. Également par les textes, et on a eu la chance de découvrir des structures qui correspondent exactement à des aménagements de baptistère. Et le troisième point, qui est peut-être le plus délicat, mais nous avons des informations d'ordre chronologique, c'est-à-dire des éléments de datation, qui nous permettent de dire que cette structure existait au moment où Clovis est venu à Reims. Voici à quoi pouvait ressembler ce baptistère. La scène est décrite par Grégoire de Tours, historien au VIe siècle. Clovis est accompagné de sa garde rapprochée, pas moins de 3000 guerriers. Et c'est Saint Rémy, l'évêque de Reims, qui l'aurait baptisé. Alors, Clovis a-t-il été touché par la foi? Le baptême de Clovis, c'est une cérémonie qui a suscité énormément d'interprétations. C'est évidemment un geste politique. Dès qu'on appartient à une communauté civique, eh bien, on en adopte la religion. Quand Clovis décide donc de recevoir le baptême, il y a certes un cheminement personnel, mais sur lequel nous ne savons rien, Clovis n'a pas écrit, mais il y a aussi évidemment la volonté très nette de rentrer davantage dans la civilisation, d'adopter la religion qui est celle de la population de Gaulle à cette époque-là. C'est également donc aussi un geste qui vise à rallier au pouvoir franc les élites, et en particulier les évêques. Ici, c'est écrit une page décisive de notre histoire. L'établissement du christianisme en Gaule, la création d'un territoire national ressemblant alors peu ou prou à notre hexagone. Tout ça... C'est joli, tous ces canaux, on se croirait presque à Amsterdam. Voilà l'ancienne citadelle d'Amiens. Quelle belle entrée magistrale. En plein cœur du centre-ville d'Amiens, la citadelle, c'est une gigantesque caserne construite au XVIe siècle. Un site archéologique qui mobilise les chercheurs. Comme on le voit ici, ce lieu est en cours de fouille depuis plusieurs années. Et moi, j'ai rendez-vous avec un archéologue et un forgeron qui mènent une expérience originale. Ils travaillent le fer, comme à l'époque des Gaulois. Je retrouve Jean-Marc, le forgeron, et Yves, l'archéologue. C'est ici, un peu à l'écart, qu'ils mènent leur expérience. Bonjour. Vous êtes bien caché, mais je vous ai repéré au son. Alors c'est ça, une forge gauloise? Ça paraît très rudimentaire. Ils travaillent vraiment comme ça, de manière aussi simple? Effectivement, oui, c'est uniquement un feu qui est ventilé.
Donc il faut un feu là, avec du charbon de bois et une ventilation pour augmenter la température. Donc le principe est vraiment des plus basiques. Hein. Et avec une petite forge comme ça, on va pouvoir avoisiner des températures aux alentours entre 1000 et 1300, 1350 degrés. À l'aide de cette forge, Yves et Jean-Marc veulent comprendre à quel point les Gaulois maîtrisaient le travail du fer. Leur objectif ? On va essayer de reconstituer un des gestes du forgeron. Aujourd'hui, on va travailler sur la boutrole. La boutrole, c'est cette partie du fourreau de l'épée. La boutrole vient bloquer en fait les deux tôles du fourreau, en permettant en fait de démonter facilement le fourreau, mais permettant aussi d'éviter à l'usage que les morceaux ne se séparent. Les fourreaux des Gaulois étaient donc démontables. Ça n'a l'air de rien, mais un assemblage de pièces comme celui-ci représentait à l'époque des Gaulois une véritable avancée technologique. Jusque-là, les épées des guerriers étaient glissées dans des étuis en cuir ou en bois. Avec le fourreau en fer, l'arme est mieux protégée et se dégaine plus vite. Le défi pour Yves et Jean-Marc aujourd'hui, c'est de reproduire la boutrole avec les mêmes outils que les Gaulois. Rien de plus. Avec ces instruments très rudimentaires, ils vont tenter d'atteindre le même degré de précision que nos ancêtres. Allez, c'est parti. Et voici leur point de départ. Qu'est-ce que vous faites là, Jean-Marc? Je viens de poinçonner le motif de la boutrole. Deuxième étape, confectionner le corps de la boutrole. Et là, pour Jean-Marc, ça se complique. Une fois sortie du feu, cette pièce est si fine qu'elle refroidit et durcit en quelques secondes. Il faut donc lui faire prendre sa forme rapidement, avec des gestes très précis. Ça fume. Et pas évident pour Jean-Marc d'être aussi doué que les forgerons gaulois. C'est bien rouge, là. Je suis loin d'être au niveau du bon forgeron gaulois. Ah bon? Oui, oui, oui. À tout forgeron du XXIe siècle, ils peuvent tout leur apprendre, sans connaître les théories au niveau de la matière. Sans être passé par les cours de chimie. Voilà. Alors là, justement, vous êtes à quelle phase, là? Vous avancez de plus en plus, là. L'objet prend vraiment forme. Je règle un peu les pinces de la boutrole. Là, vous êtes vraiment dans la phase finale? On n'est vraiment pas loin. Bon, dans un premier temps. Alors, vous lui mettez quelle note? Moi, je me mettrais une assez mauvaise note. En revanche, ça nous permet déjà de préciser ici un geste technique. À partir de là, l'étape suivante pour l'archéologue, c'est d'aller revoir l'objet et de se reposer chacune des questions. Par exemple, ici, on a une trace. À quel moment elle se fait? Pourquoi elle se fait? Est-ce qu'on l'a sur l'objet original ou pas? Est-ce qu'on l'a sur la série d'objets originaux? Parce qu'on ne travaille jamais pareil quand on fait une pièce et quand on en fait plusieurs dizaines. Pour l'instant, sur chaque boutrole que j'ai pu faire, il n'y en a pas une que j'ai, même si elle se ressemble, il n'y en a pas une que j'ai fait de la même façon. Alors que derrière, les Gaulois vont nous faire des choses qui sont beaucoup plus standardisées. C'est des séries qui peuvent être réalisées dans des temps courts, ce qui veut dire qu'il y a une logistique. Produire à chaque fois des objets identiques dans des temps records était un réel exploit. Les forgerons gaulois avaient donc une connaissance parfaite de la métallurgie. Aujourd'hui, les archéologues en sont certains. Ces artisans se déplaçaient sur les champs de bataille pour réparer l'armement des guerriers. Et grâce à leur expérience du terrain, progressivement, les forgerons mettent au point des armes nouvelle génération qui impressionnent leurs ennemis et leur donnent un avantage certain sur le champ de bataille. Ils innovent en fabriquant des casques en fer, beaucoup plus légers que les casques en bronze. Ils y ajoutent des protège-joues. Un petit détail qui va sauver plus d'un guerrier au combat. Autre trouvaille des forgerons gaulois, la cotte de maille. Des milliers d'anneaux en fer assemblés les uns aux autres. À la fois souple et solide, elle protège les combattants des coups d'épée de leurs ennemis sans les gêner dans leurs mouvements. Grâce à leur maîtrise de la technique, les forgerons gaulois permettent aux guerriers de s'imposer sur le champ de bataille. Cet armement confère aux guerriers gaulois un avantage dont ils vont faire usage sur le champ de bataille. Et ce sont des technologies auxquelles les peuples de l'Antiquité n'étaient pas du tout préparés
Et ils ont dû petit à petit modifier leurs habitudes de combattre pour pouvoir faire face à ces innovations. La côte de maille, qui est une invention gauloise d'après les auteurs antiques, va être l'une des protections les plus utilisées par l'armée romaine. Et donc tout cet armement, développé au fil de plusieurs siècles par l'ennemi gaulois, va être récupéré par l'armée romaine après la conquête. La maîtrise du fer va aussi permettre aux forgerons d'améliorer le quotidien des Gaulois. À la découverte de la quincaillerie gauloise, direction Compiègne. Si je suis à Compiègne aujourd'hui, c'est que cette ville possède une importante collection d'objets de fer fabriqués par les Gaulois. Une fois retrouvés par les archéologues, ils sont amenés ici pour être restaurés et conservés par des spécialistes. J'ai rendez-vous avec eux dans un laboratoire qui n'est normalement pas ouvert au public. Des archéologues en plein travail. Ces spécialistes étudient ces pièces informes. Ce sont des objets tout juste sortis de fouilles. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Là, je suis en train de travailler sur un objet en fer, métal fer, qui est d'époque gauloise. On dirait vraiment une fraise de dentiste. C'est tout à fait ça. C'est le cas. C'est vrai qu'elle entende, ça me fait mal aux dents. Faut pas y penser. Donc là, en fait, l'objet tel que vous l'avez entre les mains, c'est comme ça qu'il vous arrive du terrain de fouille, de la terre. Hein. Oui. Et alors, il est quand même en très mauvais état. Il est rempli de rouille, de produits de corrosion, de concrétion assez importante et dure. Il y a des petits cailloux, des petits grains de sable mélangés en fait aux produits de corrosion. C'est le même processus. Si vous laissez en fait un objet dans votre jardin pendant 2 ans ou 3 ans, il va se rouiller. Donc il va prendre une teinte un peu différente. Il y a des petits produits qui vont s'ajouter aussi en surface. Et c'est le même principe. Sauf que là, il est resté combien de temps dans le jardin, là, celui-là ? Alors celui-ci, il est resté, je crois, au moins 2000 ans dans le jardin. Alors qu'est-ce qui va lui arriver à cet objet ? Parce que là, vous grattez, mais vous savez toujours pas ce que c'est, en fait. Alors, pour savoir ce que c'est, on va aller faire une radio. Décaper un objet comme celui-ci, c'est une opération délicate qui peut durer des mois. Pour gagner du temps, les archéologues ont leur astuce. Ils utilisent le rayon X. La radiographie détecte le fer, plus dense que la rouille, et projette sa forme sur un film radio. En quelques minutes, le résultat tombe. Alors Pascal, on va enfin découvrir ce que nous raconte la radiographie. Oui. Alors, voyons voir. Je vois une forme, ça ne me dit rien du tout. Qu'est-ce que c'est alors ? Alors, on est sur un marteau. Un marteau ? Oui, on voit Comment est-ce que vous voyez cette que c'est un marteau ? forme-là, voilà, qui s'allonge et qui devient un peu plus aminci ici. Ici, il y a le côté de la frappe. C'est-à-dire que... Et là, ça serait le manche, c'est ça ? Voilà. Non, là, le manche, en fait, on l'aperçoit ici, le manche en bois. Le manche ici ? Donc ça serait du bois. D'accord. Et ici, l'outil. D'accord, donc là on est sur la partie métallique du marteau, c'est-à-dire le bout du marteau avec lequel on tape. Donc là, si je comprends bien, ici on a la partie qui frappe, c'est ça ? Et ici, autrefois, il y avait un manche. Et c'était un marteau un peu pointu, en fait. Un peu pointu, voilà. Un peu pointu et un peu tordu. Voilà. Puis sur le cliché qui est en dessous, on voit bien en fait l'espace où le manche vient le trou. Exactement. Le trou dans lequel venait s'emmancher le manche du marteau. Et alors, est-ce que vous avez retrouvé d'autres objets comme ça, du quotidien, comme des marteaux ? Oui, par exemple, sur ce cliché, on va installer cette planche. Ah oui, il y a carrément la trousse à outils au complet. Alors là, il y a de quoi faire. J'ai sous les yeux toute une panoplie d'objets en fer qu'utilisaient les Gaulois. Et il y en a beaucoup. Les forgerons inventent dans leurs ateliers des instruments très ingénieux et très pratiques. Des couteaux, des épingles, et aussi ce petit objet qui ne paye pas de mine, mais qui pourtant va révolutionner la construction, le clou. Aujourd'hui encore, on n'a pas réussi à faire mieux. Qu'est-ce que c'est ça ? On dirait une épingle à nourrice ? Alors oui, c'est l'ancêtre de l'épingle à nourrice, ça s'appelle une fibule. Une fibule sert à attacher le vêtement.
C'est le bouton, en fait. Hein, voilà. On a une pince à épiler aussi. Hein, oui. Voilà, qui n'a pas beaucoup évolué non plus. Bah oui, effectivement. Voilà. Donc les Gaulois ou les Gauloises s'épilaient? Sûrement. Les forgerons gaulois innovent dans tous les domaines. On retrouve même certaines de leurs créations en cuisine, comme ce chaudron. Un chaudron en fer, suspendu au-dessus du feu par une crémaillère. Ça n'a l'air de rien, mais confectionner une marmite comme celle-ci nécessitait une réelle maturité technique, comme le montre ce détail. La partie que vous voyez apparaître ici, qui est plutôt vert, c'est un élément en basse cuivre. Donc c'est aussi fortement pensé, puisque l'élément basse cuivre est plus conducteur. Donc pour chauffer des aliments, c'est plus pratique. Voilà. Donc déjà, là... Vous avez déjà cette connaissance des, voilà, des différents métaux. Et alors vous en retrouvez beaucoup des objets comme ça? Oui, on en trouve énormément, puisque en fait, on s'est aperçu que sur pratiquement chaque site archéo de cette période, on a un foyer correspondant à un emplacement pour un travail de forge. D'accord. Parce qu'effectivement, c'est là qu'on voit que le forgeron avait une utilité pour tous les gestes du quotidien. C'est là où on comprend effectivement l'importance de sa présence dans la société, au sein de la société. Grâce à leur maîtrise du travail du fer, les forgerons gaulois bouleversent le quotidien. Ils vont même révolutionner la vie des paysans en créant toute une gamme de nouveaux outils agricoles. Le soc d'Arère, ancêtre de la charrue, fait son apparition. Tiré par des bœufs, il permet de labourer les champs plus rapidement et d'étendre les surfaces cultivées. La faux permet aux paysans gaulois de couper plus de fourrage pour leur bétail et de développer l'élevage. Les prairies s'élargissent, les fermes s'agrandissent, la campagne gauloise finit par ressembler au paysage d'aujourd'hui. Ces outils agricoles et tous les objets du quotidien créés par les forgerons sont de plus en plus élaborés, car les artisans se spécialisent, de nouveaux métiers apparaissent. Les savoir-faire ne sont pas du tout les mêmes selon qu'on veut obtenir, par exemple, une coque de bouclier ou pour confectionner des grands chaudrons. Ces chaudrons gaulois qu'on retrouve dans les fouilles, c'est une technologie de pointe tout à fait particulière qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Pour ce qui est d'une serrure, par exemple, ça fait appel à des savoir-faire particuliers. Pour faire un foncé de serrure, il faut savoir perforer. On est dans du travail presque de la mécanique de précision, puisque pour que la clé puisse faire fonctionner une serrure, il faut que tout cela soit très bien ajusté, très bien fini. Et puis, il y a des savoir-faire beaucoup plus, je dirais, abordables, beaucoup plus répandus. Par exemple, pour la fabrication de fibules en fer. À partir d'un fil de fer brut, il est très facile pour un artisan, même peu expérimenté, de réaliser une fibule par torsion, martelage, découpe. Donc ce sont des savoir-faire tout à fait particuliers, tout à fait différents, qui peuvent soit cohabiter au sein d'un même atelier, un même artisan d'ailleurs peut disposer de compétences multiples, mais qui souvent se complètent dans un centre artisanal de centre-ville, par exemple. Où m'emmenez-vous? Oula, qu'est-ce qu'il y a dans ces bacs? Alors... Après plusieurs semaines de travail, voilà le sort réservé aux objets restaurés. Un bain de sulfite alcalin. Un traitement de choc de 6 mois qui permettra de conserver ces outils vieux de plusieurs millénaires. On va sortir cet élément-là, peut-être. On parlait de clous tout à l'heure. Donc là, c'est un gros clou. Hein. Et on sait à quoi ça pouvait servir, ça? Pour des éléments de charpente, des croisements, enfin voilà, des choses comme ça. On a aussi... Ça, c'est un couteau. Un couteau. Ah oui, un gros couteau de cuisine, là. Et alors, il paraît que les couteaux gaulois étaient particulièrement aiguisés et particulièrement célèbres. Oui, tout à fait, oui. Ils ont une particularité, c'est qu'ils sont déjà extrêmement pratiques. Le tranchant est bien travaillé. Et puis, le design est quand même... voilà. On retrouve vraiment la forme de notre couteau de cuisine, hein. C'est indéniable. Ça n'a pas changé depuis. Et voilà. Bon, on va les laisser mariner, se reposer un petit peu. Dans quelques mois, toutes ces pièces archéologiques rejoindront peut-être les vitrines des musées. Elles pourront, grâce à ce traitement, être exposées à l'air ambiant sans être abîmées. L'artisan gaulois révolutionne la société en fabriquant des objets utiles, mais grâce à son savoir-faire exceptionnel, il va changer de statut et même s'élever au rang d'artiste. À la découverte de l'art gaulois, direction Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne. À quelques pas des Tours de la Défense, j'ai rendez-vous au musée d'archéologie nationale.
Je me trouve ici dans un lieu chargé d'histoire. En effet, ce château a vu grandir de nombreux rois de France. Il a aussi accueilli la cour de Louis XIV avant son transfert à Versailles. Mais aujourd'hui, ce bâtiment accueille une importante collection d'objets d'art gaulois qui va me permettre de mieux connaître les talents de nos ancêtres. Masque et métamorphose. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors qu'est-ce que c'est que tous ces objets? Comme ça, à première vue, j'ai l'impression que c'est des bijoux. Alors ça, c'est une vitrine qui est consacrée au harnachement de chevaux, donc aux éléments décoratifs que portaient les chevaux des aristocrates gaulois sur le champ de bataille. Et ce qui est étonnant, c'est que les bijoux destinés aux chevaux de guerre, sont d'une qualité artistique supérieure à celles destinées aux humains, par exemple. Ah oui. Car les Gaulois attachaient une importance particulière à l'allure de leurs chevaux. Ils les paraient de pièces très travaillées, finement ciselées. Des objets d'un grand raffinement, dont les auteurs, je peux m'en rendre compte, étaient des artisans très talentueux. On a, nous, l'image un peu cliché des Gaulois assez rustres, oui, assez simples. Oui. Et là, quand on voit ces objets, on est quand même très étonné. Oui, on a l'image du forgeron du petit village d'Astérix qui frappe avec son poing sur son enclume. En fait, en réalité, on se rend compte, ça c'est des choses nouvelles, hein, ces choses qui sont apparues depuis une vingtaine d'années dans la recherche. On se rend compte que derrière l'artisanat, en fait, il y a aussi de la science. Et comme on peut le voir sur cette pièce, les artistes gaulois ne laissent rien au hasard. Sur cet harnachement de cheval, les décors sont dessinés sur croquis, les courbes calculées au compas. Un travail d'une précision absolue qui laisse même apparaître ces minuscules points, à peine visibles à l'œil nu. Et Laurent Olivier a un autre objet d'harnachement à me montrer. Encore un trésor. C'est une pièce extraordinaire, splendide. Et vous voyez, il y a un décor assez extraordinaire de palmettes, justement. Voilà. C'est presque invisible, c'est très discret. Mais sur une face qui ne se voit pas. Et alors, à quoi ça sert si ça ne se voit pas? Oui, c'est tout à fait intéressant. C'est créer des symboles qui ne sont pas nécessairement destinés à être vus. Et donc, c'est une fonction de l'art qui est complètement différente de celle à laquelle on est habitué. Chez nous, au contraire, l'art, il est là pour être vu et même exposé, parce que c'est aussi un signe de richesse. Ouais. Hein. Chez eux, c'est aussi porteur de signification symbolique. Le guerrier, c'est lui qu'il a cet objet orné, et pour lui, ça veut dire quelque chose, quoi. Certainement, certainement. Alors ça, c'est des choses qui nous échappent. Ça veut dire quoi? À quoi ça sert? Ça, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas de témoignage qui nous le dit, mais ça doit être là. Des décors raffinés et finement travaillés, on en retrouve sur la plupart des objets qui accompagnent le guerrier sur le champ de bataille. Ils sont là pour porter chance au combat, des porte-bonheur en quelque sorte, qui deviennent parfois d'extraordinaires chefs-d'œuvre. C'est le cas de ce casque d'apparat, le casque d'Agris, découvert dans une grotte de Charente. Une pièce exceptionnelle du IVe siècle avant Jésus-Christ, la plus somptueuse actuellement connue de tout l'armement gaulois. Ce casque est entièrement plaqué en or, un matériau sacré d'une grande valeur symbolique pour les Gaulois. Il confère une protection divine aux combattants. Le fait que ces objets de prestige soient fabriqués, soient décorés à l'aide d'or et d'autres matériaux précieux, laisse à supposer que ce sont des matières qui, symboliquement, se rattachent au monde divin. Ce sont des matières réservées aux héros, c'est le butin, la part de butin prise par le héros au terme de la bataille, mais ce sont aussi des matières qui sont dédiées, consacrées aux dieux, et donc qui, par leurs propriétés particulières, leur rareté, ont un statut tout à fait particulier dans l'imaginaire gaulois. Alors cet or qui est très abondant en Gaule, nous disent les textes antiques, qu'on retrouve effectivement dans les fouilles sous forme d'objets finis, de bijoux, de pièces d'armement décorées à la feuille d'or, on l'extrait sur place.
On connaît un certain nombre de gisements de mines d'or sur le pourtour méditerranéen, mais le Massif central, et en particulier la frange sud-ouest du Massif central, est tout à fait privilégié de ce point de vue-là. Il existe un certain nombre de gisements qui vont être surexploités à l'époque gauloise et qui vont permettre la production de ces objets en or. Et c'est l'une des motivations qui ont pu conduire les Romains à s'intéresser de plus en plus aux territoires situés par-delà les Alpes, par-delà la Gaule cisalpine. C'est la soif de l'or. Mais c'est immense ici. Ah ouais, c'est immense. C'est une toute petite partie. Hein. On a à peu près 50 000 objets pour l'ensemble de la période gauloise. 50 000 objets rien que pour les Gaulois. Oui. C'est énorme. Oui, vous ne pouvez pas tout exposer. Non, bien sûr que non. Alors on est où ici? C'est là où on entrepose les objets qui sont en cours d'étude sur lesquels on travaille. Ah oui, d'autres belles choses. Alors qu'est-ce Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que vous voulez me montrer? C'est une période baroque. C'est le 3e siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous appelez baroque? Extravagant? Oui, complètement extravagant. Donc ça, c'est sur le char. Et ça, vous voyez, ça porte un décor de masque. Vous voyez des petites têtes avec des yeux globuleux, un petit nez pointu avec un petit bouton sur le bout du nez. On croirait presque voir les masques de la Commedia dell'arte. Très expressifs. Oui, un côté un peu inquiétant. Hein. C'est des visages monstrueux, en fait, qui sont mi-humains, mi-animaux. On dirait c'est quelque chose qui évoque la chauve-souris ou le hérisson. En même temps, on ne sait pas si c'est humain ou animal. Vous avez une autre pièce, par exemple, ici. Ah oui, alors c'est vraiment le masque de la Commedia dell'arte. Voilà. C'est une civilisation de l'imaginaire qui crée toutes sortes de formes, de représentations étranges. Mais en fait, l'art gaulois, il a été longtemps méconnu, même sous-estimé, parce qu'on pensait que les Gaulois étaient trop barbares pour avoir un art. Et quand on trouvait des pièces d'art comme ça, on disait c'est pas eux, c'est des choses qui ont été importées ou après qui ont été copiées. Et surtout, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les canons esthétiques de l'art classique. L'art classique, l'art gréco-romain, il cherche, d'ailleurs c'est une grande tradition qui existe encore jusqu'à l'impressionnisme. On cherche à voir ce que l'œil voit, en fait, en réalité. Et eux, c'est pas ça du tout. Ils cherchent à représenter l'imaginaire, en fait. C'est fascinant. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Décidément, l'art gaulois réserve de nombreuses surprises. Ces étranges figures nous invitent dans un monde parallèle. Et je n'ai encore rien vu. Le couvercle de Roissy, c'est le joyau de la collection du musée. Une pièce unique que les archéologues n'ont pas réussi à identifier. Sa surface grouille de monstres emboîtés les uns dans les autres. Un décor complètement surréaliste que seule la main d'un grand artiste a pu réaliser. Vraiment, la frontière entre l'artisanat et l'art, elle est très fine. Là, elle est dépassée. Elle est dépassée. Là, on est dans l'art et dans la science en même temps. Dans l'art et dans la science. Et puis en même temps, on voit bien que ça ouvre sur un monde imaginaire et symbolique extrêmement riche, extrêmement complexe, mais dont on n'a pas les clés, en fait. Les Gaulois sont donc l'un des peuples antiques qui maîtrisaient le mieux l'art de la métallurgie.